Et si le Japon remportait la Coupe du monde U20? C'est de plus en plus probable à la lecture des derniers chapitres de Blue Lock. Et dans cette vidéo, je vais vous expliquer pourquoi. Mais au-delà de ça, on va aussi parler de tout ce qu'on espère voir dans cet arc décisif. Des confrontations de rêve, des retours marquants, des révélations inattendues. Bref, tout ce que cette Coupe du monde U20 doit absolument nous offrir. Peut-être une vidéo en deux parties, tellement il y a de choses à dire. On verra bien. En tout cas, on outille cette compétition comme le plus grand événement de l'histoire du Japon, après Captain Tsubasa ou Inazuma. Et l'event, c'est au tour de Blue Lock de marquer l'histoire avec une Coupe du Monde. Alors comment va-t-elle se dérouler? Quels joueurs vont briller? Est-ce que Izagi va porter le Japon jusqu'au sommet? Et surtout, est-ce que ce manga peut aller encore plus loin que ce qu'il nous a montré jusque-là? Salut les gars, c'est Sean Vibe. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on fait le tour de tout ce qu'on attend tous de la Coupe du Monde du 20 et pourquoi le Japon va tout simplement la gagner. On commence par un sujet qui intrigue beaucoup de monde, le retour de Nagi et Sae dans la Coupe du monde U20. Pour Sae, le doute n'a plus lieu d'être. On a eu la confirmation claire, il rejoindra l'équipe du Japon uniquement si celle-ci se qualifie pour les phases finales. Donc si elle termine dans les deux premiers de son groupe. Simple, logique et efficace, ok, on accepte. Mais c'est le cas de Nagi qui divise et suscite pas mal de débats. Beaucoup remettent en question la possibilité de son retour. Certains rappellent qu'il a été éliminé du Blue Lock, qu'il a échoué en tant que striker, et que le voir revenir irait à l'encontre même du concept du projet. Et franchement, moi je comprends ce point de vue. D'un point de vue strict, Nagi ne devrait pas revenir. Il a perdu point. Mais là où l'histoire prend un tournant intéressant, on va dire, c'est lorsqu'on regarde la discussion entre lui et notre pote Igagori. Le vrai sujet, ce n'est pas peut-il revenir, c'est plutôt Nagi, est-ce que tu veux revenir? Et la réponse est claire. Oui, au fond de lui, Nagi veut encore jouer. Il veut retourner sur les terrains, revenir dans le jeu. Et c'est là que l'idée même de l'égoïsme, pilier central du manga Blue Lock, entre en jeu. Peu importe ce que pensent les autres, si c'est ce qu'il veut vraiment, il doit agir en pur égoïste. C'est comme ça que l'auteur cherche à justifier son retour. Certes, ce n'est pas le développement le plus complexe qu'on ait vu dans l'histoire du manga, le suppositoire le plus facile, je dirais, à nous faire gober, mais ça reste cohérent avec les valeurs du manga. Et surtout, au final, oui, moi je trouve que ça fonctionne. Tout semble donc pointer vers le side B, la seconde sélection, organisée par Buratsuta pendant la phase de groupe de la Coupe du monde du 20. Cette sélection a pour but de faire émerger deux nouveaux joueurs qui rejoindront l'équipe principale en cours de compétition. Elle s'annonce donc longue et intense parce que la phase de poule, ça dure pas 2-3 jours et on sait déjà que certains noms circulent. Kira est confirmé parmi les participants et son retour fait plaisir à certains. Ok, je veux bien, mais à mes yeux, il ne fera pas long feu car s'il y a un joueur à surveiller dans cette sélection, et je l'ai répété déjà plusieurs fois, c'est notre pote Igaguri. Oui, Igaguri que je compare souvent à des personnages comme Usopp ou Buggy dans One Piece, des mecs portés par leur foi, leur rêve et leur volonté inébranlable. Ils n'abandonnent jamais, même dans l'échec. Ils trouvent toujours un moyen de survivre. Et dans une sélection qui valorise justement l'égoïsme et la détermination, ça pourrait bien le faire pour lui. Le side B pourrait très bien être raconté à la suite du spin-off épisode Nagi. Et honnêtement, ça a tout pour être une pépite. J'espère qu'on y verra des affrontements incroyables entre Igaguri, le messie de Aomori, s'il n'est pas encore blessé, Kira, Naruaya aussi, peut-être. Je lisais certains commentaires et je voyais que beaucoup étaient tristes en fait qu'il soit éliminé de Blue Lock. Voilà les gars, au moins vous avez un cœur, vous savez qu'il a une situation difficile avec sa famille, donc c'est cool. Et bien sûr aussi des nouveaux personnages, peut-être encore inconnus, mais teasés par l'auteur. Pas tous évidemment. Et évidemment donc Nagi sera en tête d'affiche, bien décidé à reprendre sa place parmi les meilleurs et à retrouver son pote Ryo Mikage. Donc pour moi c'est clair, Nagi et Sae ils ont une place, c'est sûr. Ensuite la troisième place elle va être vraiment disputée de ouf entre Igaguri, Kira et d'autres personnages, tout simplement. Et je pense que Igaguri va réussir à la prendre. Maintenant, on va aborder le sujet du 11 Next Gen de Blue Lock qui intrigue beaucoup pour ceux qui ne suivent pas trop le foot. C'est assez courant de faire un 11 type soit avec les meilleurs joueurs d'une saison, soit avec les meilleurs jeunes de moins de 21 ans comme l'a fait Blue Lock. En général, on accompagne ces sélections d'une formation tactique sensée. Je dis bien sensée, car respecter les postes réels de chaque joueur, c'est souvent difficile. On a envie d'associer des Neymar, des Ronaldo, des Bale, des Suarez dans une même équipe. Bon, on le sait, c'est parfois le bazar, tout simplement comme dans votre chambre. Je me suis donc posé la question, quelle est la formation de ce 11 next-gen et comment sont articulées les différentes nationalités qui semblent être les représentations tout simplement des joueurs du 11 next-gen. Avec l'arrivée récente de Bunny qu'on a vu, tout laisse à penser que ce 11 s'organise en 4-4-2. Bunny accompagnerait Kaiser en attaque, on aurait deux milieux offensifs sur les ailes, MG, MD, Lorenzo en défense centrale dans une ligne défensive à 4. Concernant les nationalités représentées, je les verrais bien réparties comme ceci. Donc en goal, un américain, un délire à la Howard, pour ceux qui connaissent, c'est un goal américain qui a joué à Everton, donc il était là
assez connu quand même pendant sa période pro. En défense centrale, donc en Italie, Lorenzo, c'est déjà sa position, donc sur ça, il n'y a pas de sujet. Qu'il soit défenseur central droit ou défenseur gauche, ça, vraiment, je me dis, on s'en fout, hein, juste pour un 11 next-gen, c'est pas vraiment important. L'autre défenseur, ce serait le chinois, parce que tout simplement, la seule référence un peu en Chine, c'est Fan Ziyi, c'est un joueur qui avait joué côté Crystal Palace. C'est le seul mec, en tout cas, que je connais un peu. Peut-être l'auteur s'est dit, on va faire un clin d'œil à ce joueur-là. C'est un des premiers vraiment joueurs chinois qui a percé à l'étranger, joué, je le répète, à Crystal Palace. En défenseur gauche, je mettrais un Français. Ce que j'avais dit à un moment dans un short, c'est qu'on a déjà un attaquant de classe mondiale, Julia Loki, hein. On a déjà un MC prometteur, Charles Chevalier. Il manque donc un défenseur, donc ça aurait été soit un défenseur central, mais je verrais mal, voilà, un chinois en DG, soit un goal, mais bon, les États-Unis, je préfère qu'il reste goalkeeper. Donc voilà, en DG, je vois un Français. J'ai pris en référence, je crois, Théo Hernandez, hein. Voilà, c'est un bon DG, assez connu, mais ça aurait pu être quelqu'un d'autre. En DD, le Marocain, style Hakimi, hein, tout simplement. Voilà, Coupe du Monde de fou. C'est peut-être l'un des meilleurs DD actuellement dans le monde, donc je pense que l'auteur le sait aussi et qu'il mettra le Maroc en DD. En MC, on a déjà Sae Itoshi, donc côté Japon. De l'autre côté, je ferais bien un anglais à la profil Beckham, c'est-à-dire un MC hyper bon sur coup franc, à dire un peu Midorima avec ses 3 points. C'est-à-dire que lui, quand il a un coup franc, c'est sûr, il va la mettre. Il va laisser aucune chance au goal. Coup franc excentré, coup franc à aller aux 20 mètres, il va mettre le but. Ce serait incroyable quand même. En plus, ça développerait cette histoire de coup franc qui est, selon moi, dans Blue Lock, clairement pas assez développée. Ensuite, un MG, un Brésilien, hein, tout simplement, à la Vinicius. Voilà, dribbleur, un peu comme Lavigno aussi, chambreur, etc. De l'autre côté, l'Égyptien, du style Mohamed Salah, voilà, dans le même style de toute manière qu'un Vinicius, dribbleur rapide, qui peut facilement un contre un éliminer son opposant. Enfin, en attaque, de toute manière, c'est déjà bon. On a donc Kaiser qui représentera l'Allemagne et Bunny qui représentera l'Espagne. On va maintenant s'attarder sur le lien potentiel entre Bunny et Sae. Bunny, lapin, et Sae. J'ai fait une mauvaise blague. Bref, donc on a l'un qui évolue au Real Madrid, hein, et l'autre au Barça. Rien que ça suffit à poser les bases. Même sans se connaître personnellement, ils devraient déjà se détester vu la rivalité historique et l'animosité, hein, tout simplement, entre les deux clubs. Il est logique donc d'imaginer une tension sous-jacente entre eux. Mais on peut aller plus loin. Mon hypothèse, c'est qu'ils se sont affrontés à plusieurs reprises dans les catégories jeunes. À l'époque, les deux jouaient en tant qu'attaquants, hein. Denis du côté du Barça et Saé du côté du Real. Et c'est peut-être justement à cause de ces confrontations que Saé a abandonné le poste de striker. Benny semble avoir une sorte de plaisir à écraser les espoirs des autres. En tout cas, c'est ce qui ressort du scan. On l'a vu échanger avec Inzaghi, hein. On pourrait donc imaginer qu'il a littéralement brisé Saé en lui montrant match après match, confrontation après confrontation, qu'il n'était pas à la hauteur en tant qu'attaquant, incapable de rivaliser avec Benny. Saé aurait alors décidé de se reconvertir, hein, en milieu offensif, un poste où il pourrait exprimer son talent autrement. Mais cette transition, aussi logique soit-elle, aurait laissé une blessure, une frustration, une haine, hein, froide envers Bunny. C'est peut-être pour ça que Saé veut participer à la Coupe du Monde U20 pour régler ses comptes, pour affronter une dernière fois celui qui, à ses yeux, a tué son rêve. Et si le scénario se construit bien, leur confrontation aura lieu en 16e, je dirais, ou en 8e de finale, pour solder ce passé et voir cette fois vraiment qui est le plus fort. On arrive au sujet principal, hein, de la vidéo. Pourquoi le Japon va gagner la Coupe du Monde U20? Pour moi, c'est simple. Dès le départ, Henri Tehiri l'avait annoncé. Cette Coupe du Monde ne sera pas comme les autres. Dans le manga, on nous parle clairement d'une Coupe du Monde équivalente à une vraie Coupe du Monde, hein. Mot pour mot, c'est dit comme ça. C'est pas juste un tournoi jeunesse classique, hein. Non, c'est une vitrine mondiale avec des enjeux de niveau pro. Tous les moyens ont été mis pour faire de cette compétition un événement unique en son genre. Déjà, il y aura 64 équipes. C'est du jamais vu dans une Coupe du Monde, que ce soit en fiction ou même en vrai, hein. D'ailleurs, ça veut dire une compétition longue, dure, avec un niveau de jeu extrêmement relevé dès les phases de groupe. Le Japon n'aura pas droit à l'erreur, mais c'est justement ce qui rend leur victoire encore plus symbolique. Ensuite, l'enjeu pour Ego Jinpachi est immense, hein. Il l'a dit lui-même, s'il ne gagne pas, il quittera le projet Blue Lock. C'est un pas qu'il a passé avec Buratsuta, le président de la fédé japonaise, donc la pression est au max. On sait que dans Blue Lock, plus la pression est forte, plus les personnages explosent leur plafond. Personne ne voit Ryo partir. Tous les grands antagonistes sont également réunis, que ce soit Kaiser, Loki, les joueurs du 11 Next Gen, même si on les connaît pas encore tous, hein, ça va venir. C'est un tournoi dont d'élite. Si le Japon s'impose, c'est pas juste une victoire, c'est une domination totale, une consécration, clairement ce qui est recherché. D'ailleurs, Inzaghi l'a dit lui-même, il portera le Japon au sommet. Et dans le manga, les déclarations fortes ne sont jamais gratuites. Elles sonnent souvent comme des prophéties, hein, et surtout quand Inzaghi parle, l'auteur pose un jalon narratif. Autre point important, Noël Noura n'est
pas le vrai rival d'Inzaghi. Ça, c'est important de le dire. L'écart d'âge est trop grand. C'est comme si on opposait Ronaldo à Yamal dans une vraie rivalité. Ça n'a pas de sens. Noah a 31 ans. Il est déjà sur la fin, hein, je dirais, de sa carrière. Il peut servir d'ombre inspirante, mais jamais d'égal. Donc, le vrai rival d'Inzaghi, ce sont ceux de sa génération. Ring, Kaiser, Shidou, ce sont eux qu'il doit dépasser. D'ailleurs, selon moi, le manga se terminera probablement après la Coupe du Monde U20. Pourquoi? Parce que développer un arc entier sur leur carrière en club serait beaucoup trop complexe. Captain Tsubasa a essayé de le faire, ça n'a pas vraiment marché. Et en plus, chaque joueur évoluerait dans des pays différents avec des systèmes de jeu et des enjeux et des histoires totalement séparés. Ce serait trop lourd à suivre, même pour nous, et ça casserait la dynamique centrée sur la compétition et la rivalité. Non mais les gars, vraiment, je sais pas si vous imaginez, genre un Blue Lock Bundesliga, on suivrait 35 matchs de Bundesliga. Non, vraiment, c'est trop, et on verrait Inzaghi affronter des Eintracht Francfort ou des Borussia Mönchengladbach. Alors, je sais pas si c'est vraiment intéressant. En tout cas, je pense que le manga se terminerait alors sur une ellipse où les joueurs se préparent pour la vraie Coupe du Monde. Une fois donc ouverte, on verrait rapidement ce qu'ils ont accompli en club, ce qu'ils ont gagné avant de se préparer du coup pour jouer la vraie Coupe du Monde, mais sans forcément tout montrer. En résumé, le Japon va gagner la Coupe du Monde U20, qui est l'équivalent de la Coupe du Monde, pas juste parce que ce serait cool, mais parce que tout dans la narration, la structure et les enjeux du manga nous préparent à ce moment. Ce sera aussi en finale, sûrement le moment d'éclosion du striker, recherché par Ego, que ce soit Rin, Shidou, Kunigami peut-être, ou Igaguri. Écoutez les gars, la vidéo touche à sa fin. J'ai abordé pas mal de sujets, peut-être dans le désordre parfois, donc je m'en excuse. Mais c'était important pour moi de faire une vidéo sur un arc qu'on attend tous depuis longtemps et de poser à plat les points qui me semblent les plus importants. Évidemment, et je l'ai dit en introduction, il y a encore plein d'autres sujets à explorer, et ceux que j'ai abordés ici ne sont que des exemples parmi tous ceux que l'on pourrait dire. Donc n'hésitez pas à me rappeler des sujets que je pourrais également aborder dans la partie 2. Si c'est bon pour vous, on se retrouve très vite pour la suite. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches. Pour ceux qui sont en vacances, profitez à fond. Pour ceux qui bossent, bon courage. Et pour ceux qui traversent des moments difficiles, on ne vous oublie pas. En tout cas, n'oubliez pas de penser à vous aussi, comme les bons égoïstes que vous êtes.